Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Wafa Bouchali. Bonjour Wafa. Bonjour Eric, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Wafa, vous êtes une figure singulière du recrutement dans la tech, une chasseuse de tête indépendante qui a su transformer l'adversité en tremplin. Après avoir gravi les échelons de l'assistanat RH à la direction des ressources humaines au sein d'une start-up montpelliéraine, vous avez choisi, à la suite de la crise du Covid, de vous affranchir des cadres traditionnels pour bâtir votre propre voie. Aujourd'hui, vous incarnez l'audace entrepreneuriale, travaillant sous votre nom, tissant des liens de confiance avec vos clients du sud de la France, de Paris et même à l'international. Vous ne vous contentez pas de recruter, vous fédérez, vous inspirez, vous créez des communautés, notamment à travers Montpellier HR Tech, pour sortir les RH de l'isolement et encourager la collaboration. Femme d'origine marocaine, vous portez haut les valeurs de détermination, d'autonomie, de résilience, provoquant chaque jour que l'entrepreneuriat au féminin est une force, une aventure, un engagement. Wafa, vous évoquez la difficulté pour les startups d'attirer les talents sans marque employeur forte. Quelle stratégie concrète vous recommandez à ces entreprises pour séduire les profils rares, au-delà des moyens financiers ? Eric, d'abord, merci pour cette très belle présentation. Et je vais donc vous répondre à votre première question. Quand il s'agit de parler de start-up, on parle d'un écosystème qui est quand même assez particulier, où le travail se fait quand même dans l'urgence. Et il est très difficile de se faire un nom auprès de ces acteurs quand on est un prestataire externe. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une relation de proximité et de confiance. Et pour cela, il est très important d'agir, et en tout cas c'est plus facile d'agir en tant que personne qu'identité. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie stratégie que de porter mon nom, d'être représenté par mon nom et d'être aussi proche de mes clients. Ensuite, je pense honnêtement que pour travailler avec des startups, et si on veut grandir dans l'avenir, on doit être sûr de recruter une personne en fait qui représente presque un alter ego, pour être sûr que cette personne qui s'associe à nous puisse en fait porter ses valeurs de confiance et de proximité. Donc ne pas grossir trop vite et pas intelligemment. Alors comment une entreprise, une start-up, elle fait pour attirer, au-delà de passer par un intermédiaire, quelqu'un de qualité qui connaît son environnement, etc. Comment elle fait pour attirer les talents ? Alors en fait, je répondrai à cette question en deux temps. D'abord, il faut se poser la question si on a le temps et l'expertise de traiter ces sujets de recrutement en interne ou pas. Parce que parfois, quand on est une start-up, on a tendance à vouloir en fait faire le maximum de restrictions de budget possible, et à travers ça, ce qui se passe, c'est qu'on évite de travailler avec des partenaires externes, ce qui peut être bien des fois, mais ce qui peut aussi être contre-productif. Mais si toutefois on décide de mener ce recrutement en interne, ce que je conseille, c'est de cibler des talents qui sont en fait dans une organisation qui est très limitée, qui ont beaucoup de process en interne et qui veulent se dépasser, qui veulent revenir dans une aventure où il y a plus de challenge, où il y a moins de restrictions, plus d'autonomie. Et donc, la start-up, à ce moment-là, est une opportunité pour ce type de talent. Donc, il faut en priorité cibler ce genre de talent quand on va effectuer une chasse ou quand on va discuter avec des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, le système de formation est favorable pour la tech ? Est-ce que la formation type académique fabrique des bons tech ? Oui, certes, dans un premier temps, mais je pense et je reste persuadée que ça va être surtout l'expérience qui va jouer. Et dans la tech, et si je parle notamment de profils d'ingénieurs et autres, je pense que ce qui va compter, ce sont surtout les expériences personnelles et les projets menés à côté. On va retrouver des candidats qui vont avoir beaucoup d'expériences pertinentes, mais surtout des projets en fait informatiques à côté qu'ils ont menés eux-mêmes, qui vont être pertinents et qui vont être présentés sous format par exemple web, où ils vont présenter tous leurs projets. Mais la formation bien évidemment reste importante, mais de toute façon aujourd'hui avec le e-learning, je pense qu'il va falloir continuer à se former continuellement, notamment je pense à l'IA. L'IA aujourd'hui, elle est aussi appliquée énormément à l'informatique, donc il faut trouver aussi le temps et l'opportunité de se former continuellement, même après la prise de poste. Je l'ai dit dans la présentation, vous n'êtes pas qu'une chasseuse de tête. Vous favorisez du lien, vous créez des événements. Vous pouvez nous expliquer le concept ? Oui, j'ai toujours eu une passion envers l'événementiel. Alors, deux choses. D'abord, je suis la fondatrice d'une communauté RH Tech qui s'appelle Montpellier HR Tech. Ça porte bien son nom. C'est une communauté qui regroupe des professionnels de ressources humaines et des recruteurs, où j'ai le plaisir et l'opportunité d'organiser des événements sous format
soit d'after work, pour rendre en fait les rencontres possibles autant professionnelles que humaines, hein. Et ensuite aussi organiser des ateliers. Par exemple, le prochain atelier organisé est un atelier qui vise en fait à évoluer dans l'IA, l'application de l'IA aux ressources humaines. Donc on va se retrouver dans une salle de réunion, on va échanger avec un écran, on va partager nos expertises. On va partager en fait nos meilleures pratiques, mais aussi nos erreurs, donc ce qui va nous permettre de se porter vers le haut mutuellement. Et à côté de ça, j'organise aussi des événements avec des fondateurs de start-up. Donc j'organise des rencontres entre fondateurs de start-up qui vont discuter autour de leurs challenges au marketing, des challenges concernant la partie sales, mais aussi leurs challenges concernant la partie recrutement RH. Et donc ils vont échanger autour de tout ça pour se donner un petit peu les meilleures pratiques aussi. Donc ça peut être le mix des deux parfois, mais c'est surtout dans la région de Montpellier pour le coup en ce qui concerne ces événements pour le moment. Et c'est quoi? On vient chercher quoi? Des réponses, des interactions, du réseau? Quand on est dans les ressources humaines, je trouve qu'on est assez isolé. On porte l'image d'une fonction qui est assez dure. On a du mal à se lâcher complètement dans notre milieu, c'est-à-dire dans notre propre structure, entreprise. Donc le fait de se retrouver et de se regrouper entre personnes du même domaine, ça nous permet d'être nous-mêmes plus facilement. Et surtout, on peut échanger autour de sujets qui nous passionnent mutuellement. Donc pour moi, c'est vraiment important par rapport à ça déjà dans un premier temps, en fait. Le format, c'est-à-dire que là, c'est vous qui animez, les gens partagent les bonnes pratiques. On a d'abord un groupe LinkedIn qui permet, on va dire, la visibilité de la communauté qui s'appelle Montpellier HR Tech Community en anglais, dans lequel en fait on a à peu près aujourd'hui 100 membres. Tout se passe réellement sur un groupe WhatsApp où en fait je vais organiser des événements, donc avec des dates, avec des sujets, les personnes vont interagir. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Parfois, ils vont se dire qu'ils vont partir quelque part pour un événement RH qui va venir. Ils vont en fait s'inviter pour d'autres événements que les nôtres finalement dans la communauté. Mais c'est un espace en tout cas d'échange. Et lorsque je leur propose une idée, par exemple un atelier autour de l'IA du recrutement, il y en a qui vont être volontaires. Je vais organiser cela en voyant avec mes partenaires qui vont pouvoir me laisser une salle de réunion, un écran et puis un after work par la suite dans une ambiance un petit peu plus conviviale. Donc c'est comme ça que ça se passe finalement, comme on peut faire avec des amis sur une discussion WhatsApp. Donc c'est assez informel finalement. C'est quoi la fréquence? C'est tous les mois? C'est tous les trimestres? J'essaye d'organiser un événement par mois, mais ça peut être aussi difficile parfois avec les fêtes, notamment Noël ou à la rentrée. Donc c'est un peu compliqué de faire ça tous les mois, mais j'essaye de le faire quasi tous les mois. Wafa, moi je connais bien votre métier puisque j'ai le même. Et je voudrais poser une question à une consoeur. C'est quoi les qualités nécessaires pour être une bonne chasseuse de tête? Alors, je pense que je vais y répondre, mais en divisant cette réponse en deux. D'abord, chasseur de tête tout court, ensuite chasseur de tête à son propre compte. Chasseur de tête tout court, je pense... Alors, j'ai eu cette discussion hier, parce que hier, j'ai discuté avec justement l'un de mes confrères, une très grosse boîte de recrutement ici en France. On se disait que c'est presque scientifique aujourd'hui d'être recruteur. C'est une science. C'est une science de la rigueur, c'est une science de l'organisation, c'est une science du relationnel. Donc pour moi, c'est hyper important de pouvoir avoir des compétences, ce qu'on appelle des soft skills interpersonnelles, où on va d'abord bien comprendre le besoin de notre client, ce qui n'est pas facile très souvent, parce que le client lui-même ne comprend pas bien encore son besoin, surtout en start-up. Donc il va falloir comprendre le besoin, et puis ensuite essayer de réfléchir à la meilleure stratégie possible pour aller détecter le talent qui va répondre à ce besoin. Et donc, pour moi, la rigueur, l'organisation, la compréhension du besoin, et puis par la suite, forcément, en fait, le fait de pouvoir bien évaluer les candidats qu'on va avoir en entretien et perdre le moins de temps possible. Donc, ça veut dire faire déjà une lecture du CV ou du profil LinkedIn le plus rapide possible. Donc voilà, pour moi, c'est toute une organisation, mais je le répète encore, c'est surtout des soft skills, donc c'est surtout des compétences en fait qui vont être plus interpersonnelles pour gérer à la fois le client et ses besoins et l'évaluation des candidats à côté et les besoins du candidat également. Parce qu'aujourd'hui, on s'arrête plus sur les besoins des clients, mais aussi et beaucoup sur les besoins des candidats. Merci pour cette vision et définition. Un autre sujet, quand on a préparé cette interview, on m'a dit... Moi, je serais assez partante pour parler de l'émancipation et par rapport à votre histoire personnelle.
Oui, super. Juste, je reviens sur un élément qui est très important que j'ai oublié pour le coup. C'est vraiment la partie entrepreneur, chasseur de tête. Ça me revient. Je voulais juste ajouter que, à part la partie rigueur, organisation pour pouvoir assumer ce métier, le fait d'être à son compte et de porter de ce métier, c'est aussi avoir beaucoup confiance en soi. Donc c'est quelque chose de très important que de se rappeler ses succès et pouvoir utiliser ses succès quand ça ne marche pas, parce que pareil, il y a des moments où ça ne va pas marcher. Donc c'est important de se rappeler de ses victoires. Et du coup, on peut revenir sur la question de l'émancipation. Mais le lien est tout fait, puisque l'émancipation, la confiance... Exactement. Alors, vous voulez nous parler de quoi sur cette émancipation ? Eh bien, pour moi, alors j'ai déjà fait ça auparavant, j'ai déjà en fait répondu à une interview concernant le rôle de la femme. Je l'ai fait il y a longtemps et pour moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Pour moi c'est très important de profiter de ce genre de moment pour rappeler à toutes les femmes qu'on est capable de faire absolument tous les métiers aujourd'hui et qu'on a besoin d'absolument personne pour réussir. Parce que malheureusement oui, il y a des métiers très masculins aujourd'hui, il y a des métiers où il faut encore faire ses preuves plus qu'un homme ne doit le faire, surtout quand on est issu de certaines origines. Mais je n'ai pas peur de dire, et j'envoie vraiment ce message, de ne pas hésiter une seule seconde à réaliser ses rêves, quitte à sortir d'un cadre imposé ou pas. Je n'ai pas mis le sujet, moi, personnellement, sur la table, parce que pour moi, ce n'est pas un sujet. Alors, je suis masculin, ok. D'ailleurs, je regarde sur l'ensemble des invités, je pense que j'ai autant de femmes que d'hommes qui entreprennent, donc c'est pas une question de sexe. Mais alors, comment ça se passe, l'émancipation elle est culturelle, elle est liée au sexe. C'est quoi le sujet ? C'est les deux ? Alors en fait, je pense qu'il y a un sujet lié au sexe forcément, parce que selon les pays et selon les cultures, ça peut être plus compliqué pour une femme de se dire ok, je gère tout moi-même, parce que culturellement il y a ce truc où on se dit que est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai la capacité est-ce que pour certaines femmes, je vais réussir à gérer et mon foyer et mes enfants et mes tâches à côté, ma vie professionnelle. Donc c'est pas mon cas, mais mais ça peut être encore plus compliqué dans ces cas-là. Donc oui, il y a un sujet, clairement. Il y a un sujet où la femme a beaucoup de choses à gérer, et heureusement qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Les responsabilités sont de plus en plus partagées. Donc c'est vrai qu'en France, on voit un peu moins ce sujet-là, voilà, avec l'arrivée du congé paternel, etc. Donc il y a quand même une égalité qui se sent de plus en plus. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, ce n'est pas le cas quand on parle de toutes les cultures. Donc c'est pour ça que je mets en avant la partie vraiment liée au sexe. Après, l'émancipation, en général, je pense que c'est un combat avec soi-même, qu'on soit un homme ou une femme. C'est juste, réfléchir et se dire, ok, si je décide de porter un projet qui me tient à cœur, eh bien, je m'en donne les moyens et je crois en moi. Et je crois en moi. Et pour moi, c'est une phrase qui est hyper importante, parce que, il y a beaucoup de personnes avec beaucoup de talents qui ne vont pas au bout de leurs rêves, parce que justement, soit on leur a dit, quelqu'un leur a dit qu'ils n'étaient pas capables de le faire, ou alors c'est eux-mêmes. Donc pour moi, c'est surtout ça le sujet. Alors comment on alimente cette confiance ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des hauts et des bas dans ce métier. Comment vous renouez avec la confiance et vous galvanisez la confiance en vous-même ? Eh bien, il y a des temps durs. Moi, je sais qu'il y a des jours où je me pose vraiment des questions, et c'est normal, honnêtement. Je me demande si c'était pas mieux quand j'étais salariée. Est-ce que c'était pas plus simple ? Est-ce que je stressais pas moins ? Voilà, il y a clairement une instabilité financière quand on est, par exemple, entrepreneur. Donc, ce que je fais, ce que j'ai appris à faire, ce que je ne faisais pas avant, c'est que par moments, je m'arrête et je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'ici ? Qu'est-ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui ? Et quels sont tous mes succès ? Et en fait, je prends le temps de m'en imprégner, parce que c'est très important de se dire, j'ai réussi ce jour-là, il n'y a aucune raison que je ne réussisse pas un autre jour. Et même pour un projet plus gros. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est important d'avoir ce discours avec soi et d'avoir croire en nous, en fait. Parce que pour moi, c'est quasi la chose la plus importante pour réussir, peu importe le projet qu'on a envie de mener. Ce petit pas de côté qui fait du bien, cette prise de recul, quels sont les projets de votre entreprise et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochains mois ? Alors, en fait, moi, je suis une passionnée de voyage, et donc, je voyage déjà beaucoup en perso, et donc l'idée, c'est que je puisse travailler avec des startups de la tech et des scale-up qui souhaitent, en fait, se développer aussi à l'international. Donc, je le fais déjà, mais
J'aimerais le faire davantage. L'idée, c'est de les aider à recruter des talents qu'on appelle GTM, go-to-market. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont leur permettre de s'installer là-bas, que ce soit donc la partie commerciale sales ou dans la partie IT et product. Donc, l'idée, oui, j'aimerais bien, en fait, avoir un peu plus de collaboration sur l'international, mais aussi continuer tout simplement à avoir toute cette partie événementielle qui m'anime tant et qui me passionne. Aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer sur ce rythme. Je n'ai pas forcément d'ambition exceptionnelle, mais de continuer ce que je suis en train de faire maintenant, c'est déjà très très bien. Bon, merci Wafa. L'entrepreneuriat en mouvement, incarné par Wafa, qui a témoigné aujourd'hui sur Radio Clapas. Belle route à vous. Merci.